Alors effectivement, en ostéopathie, on parle beaucoup d'auto-guérison, hein, ça fait partie de notre concept ostéopathique. L'organisme peut retrouver tout le potentiel d'auto-guérison s'il est libre de tension, de blocage et que son environnement est sain. Donc dans l'environnement, évidemment, on prend en compte l'hygiène, l'alimentation, le lieu de vie, le cas de travail, etc. D'où l'importance d'une prise en charge globale, mais aussi multidisciplinaire et complète. Et c'est là où rentre en jeu du coup l'auto-soin. Hein. Donc c'est vraiment le fait que le patient soit autonome et actif dans la prise en charge qui concerne sa santé et son bien-être. Après, il y a quelques dangers qui peuvent être associés, pas avoir les bons conseils, pas trouver les bonnes recommandations. Parfois oublier le rôle des professionnels de santé aussi. Se faire avoir par des désinformations qui peuvent circuler malheureusement par les médias et donc par les réseaux sociaux, la télé, etc. Et l'avantage après, c'est vraiment que le patient puisse donc encore une fois être actif dans sa propre prise en charge, trouver un équilibre, faire du sport, la bonne alimentation, consulter les professionnels adaptés en fonction de ses besoins. Donc voilà, c'est important. Du coup, l'ostéopathie, quel est pendant la grossesse, le postpartum, le suivi du bébé? Alors déjà, concernant tout patient, ça concerne vraiment chacun d'entre nous. Le rôle de l'ostéopathie, c'est de restaurer le meilleur état de santé possible au tenté, hein, donc pour la consultation. Pour faire très simple, parce que je ne vais pas vous décrire toute l'ostéopathie, c'est en améliorant la mobilité des tissus de l'ensemble de l'organisme. Et ainsi, on va soulager les douleurs, optimiser la fonction de chaque espace libéré, etc. Donc pour la grossesse, la meilleure mobilité des structures, ça va permettre à la maman de se sentir plus à l'aise avec son corps qui change au quotidien. Ça va permettre aussi de donner une meilleure mobilité, une possibilité de meilleure mobilité au bébé aussi, qui va pouvoir mieux se placer, mieux se déplacer aussi, bouger, etc. Donc mieux se développer. Et puis évidemment, dans ce sens-là, d'aller d'accompagner dans un accouchement et une naissance un petit peu plus sereine. En postpartum, donc l'ostéo peut aider la maman à mieux récupérer. On accompagne aussi les parents dans cet immense bouleversement qu'est l'accueil d'un bébé. Et on peut également aider, écouter et réorienter les parents qui se sentent isolés, seuls, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de parents en souffrance aussi. Donc on a un super rôle à faire là-dedans aussi, à jouer là-dedans. Et les bébés, maintenant, après, je pense que vous le savez, mais l'ostéopathie a un grand rôle à jouer dans la prise en charge des torticolis congénitaux, les plagiocéphalies, les coliques, voilà, il y a toute une liste. Et puis aussi sur des petits troubles. Alors pas tous les ostéos travaillent comme ça, mais on peut travailler aussi sur toutes les traces de piqûres. Je pense aux vaccins, aux perfusions, aux ponctions lombaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Et les freins restrictifs buccaux. Donc ça, je pense avec des pincettes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais ça joue aussi beaucoup sur leur développement. Et un dernier mot, pardon, je suis un petit peu longue. Pareil, pas tous les ostéos sont sensibles à ça, mais on peut travailler sur la prise en charge en émotionnel. Le toucher thérapeutique qu'on peut avoir permet de libérer la parole et donc de libérer aussi des tensions émotionnelles qu'on peut trouver chez nos patients. Donc ça, c'est super important aussi. D'accord. Donc on connaît la difficulté pour les familles vulnérables du coup d'accéder à de l'information, comme vous disiez tout à l'heure. Donc par famille vulnérable, on entend les familles précaires, les familles isolées, les futurs parents peut-être en situation de handicap ou illettrés, comme vous disiez tout à l'heure. Donc comment, vous dans votre pratique, Raphaël et Béatrice, peut-être avec cet outil, vous arrivez à sensibiliser en fait ces familles? Alors malheureusement, je trouve que l'ostéopathie n'est pas très accessible à tous financièrement parlant. De par quelques associations ostéopathiques, de par la présence d'ostéopathes dans certaines maternités, dans certains services de néonates, on est présent auprès de certaines familles qui ne pourraient pas se le permettre autrement. Et je pense que l'ostéopathie ne fait pas encore bien partie des professions qui sont intégrées dans la prise en charge des prémas, des enfants atteints d'un handicap, mais il y a toute sa place. Donc ça, j'espère qu'on pourra y accéder, qu'on pourra intégrer un peu les équipes au fur et à mesure. Et par rapport aux familles qui viennent au cabinet, après ça va être vraiment de l'information, donc c'est là où c'est important d'être vraiment bien formé, et puis de connaître, moi mon plus gros atout, ça va être vraiment mon réseau professionnel, je vais pouvoir mieux réorienter mes patients. Et puis après, on a des super outils comme ces petites vidéos, on peut vraiment les transmettre, les partager. Voilà, depuis que j'ai découvert ça, j'ai déjà partagé ça à plusieurs patientes, donc merci.
c'est une question difficile, hein. C'est difficile pour tout le monde. Hein. Et puis pour même les décideurs de santé, comment on fait pour aller chercher les gens dans les inégalités sociales de santé, voilà. Nous, avec Sébastien, on a fait le pari que les gens, ils avaient un téléphone, un certain nombre d'entre eux, et que de scroller une vidéo qui est sous-titrée dans une langue, c'était déjà un pas. Mais c'est peut-être les gens de la PMI qui sont ici, des gens ici qui sont plus au contact que moi avec les populations vulnérables qui peut-être peuvent nous dire le plus comment on fait, on leur transmettre. Nous, en fait, on a mis à disposition une banque d'outils qu'on a évaluée comme étant acceptables, qui ne sont pas jugeants, qui sont dans une démarche positive. C'est-à-dire, c'est pas, oh là là, fumer, c'est mal. Donc, ça se met dans des démarches positives. Et donc, c'est vrai que peut-être dans la discussion, on donne plutôt la parole aux gens qui sont au contact. Est-ce que ça les aide? Voilà, j'ai pas fait de grosses évaluations. À chaque fois qu'on fait des évaluations, par exemple, les gens à qui on fait des diagnostic de diabète, de la grossesse, la secrétaire, elle leur envoie un message par SMS ou par ce qu'elle peut, en leur disant vous avez rendez-vous jeudi à 14h et vous avez du diabète de la grossesse. Et on avait des gens qui paniquaient parce qu'ils ont le diabète, ils ont le diabète comme leur grand-père toute la vie et tout, là, ils sont partis en live. Et donc, à juste titre, et donc elle leur envoie 2 petits films de 1 minute qui dit qu'est-ce que c'est le diabète et qu'est-ce qui va se passer. On a évalué ça, les gens ils disaient ça m'a rassuré, j'ai évité de flipper jusqu'au jeudi d'après. Voilà, donc mais en soi, moi je réduis rien du tout. En soi, c'est un outil à disposition et j'aimerais. Donc on essaie de se rapprocher de youtubeurs, de trucs, mais bon, d'instagrammeurs, d'influenceurs, on se dit au moins il y aura un contenu fiable, bienveillant. Il faut repérer les futures grossesses ou les grossesses en cours chez les chanteurs-chanteuses. Oui. Pour aller. Voilà. Donc vous êtes sur un axe préventif, donc du coup on le voit auprès des futurs parents. Et donc vous avez identifié plusieurs facteurs de risque, donc j'imagine en amont, donc sédentarité, drogue, précarité, alimentation, activité physique. Comment faites-vous un petit peu pour repérer les personnes qui ont besoin du coup de contenu et d'aide, et comment aussi vous pouvez déceler dans votre pratique celles qui n'osent pas en parler, en fait, les parents qui ne mettent pas forcément en avant. Donc comment on va aller chercher tous ces facteurs de risque? Alors moi je travaille au sein d'une équipe. Au CHU Toulouse, on est très nombreux, il y a plein de gens. Donc les gens ils s'inscrivent à la maternité, ou la PMI nous dit qu'il faut les inscrire, ou la PASS, le lieu d'accueil, nous dit qu'il faut les inscrire. Et là, ceux qui sont précaires, c'est amusant, ceux qui sont précaires, en tout cas, qui ont un certain des facteurs de risque, ils vont être orientés vers une consultation spécialisée avec une sage-femme qui s'est formée, qui fait partie d'une équipe avec des travailleurs sociaux et des psychologues et d'autres gens s'il y a besoin, en lien avec la dicto s'il y a besoin, et en lien bien sûr avec la PMI, et ils essayent qu'elles aient un accueil différent. Si on est en retard, c'est pas très grave, si on n'a pas de ticket pour le tram, enfin bon, l'éternel débat quoi. Donc elles sont après ça dans une filière un peu différente ou un peu plus disponible.